Bienvenue dans Next Episode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais sûrement pas aujourd'hui en fait. Chère Marie Turcan, chère Anaïs Bordage, bonjour et bienvenue en enfer, un enfer totalitaire à très faible taux de natalité, dans lequel nous, les femmes, le premier qui ajoute nous, le charme se verra crever un œil, sont réduites à 3 fonctions: nourrir, jouer les maîtresses de maison ou assurer la reproduction. Martha, épouse ou servante, telle est la condition. On parle de Handmaid's Tale. La saison 1 a fait l'effet d'un uppercut dans le bide. La saison 2 vient de débuter sur OCS Max, un univers glauque, flippant, dystopique, vous avez dit ? Ouais, vérification dans un instant, juste après l'info du jour. Cumber Bitches et Freemaniacs, tout n'est pas complètement perdu pour une prochaine saison de Sherlock. Voici ce que Watson lui-même en a dit lors d'une très récente interview au magazine People. There's been talk of a 5th season. Is that happening? I don't know. I mean, there's always time. There's always quite a lot of time between each time we get together. And at the moment, it does feel a little bit like we're on a bit of a hiatus. It does feel like that. Because at the end of the last season, just the writing led you to think, oh, this is the last we're going to see of it for a while, I think, yeah. Oui, le dernier épisode laissait penser que c'était un goodbye définitif. Oui, c'était peut-être un peut-être mou, avec de multiples points d'interrogation. C'est un peut-être quand même, ce qui est déjà mieux que rien. C'est vrai que parfois les hiatus ont été longs entre 2 saisons. Est-ce que vous y croyez ou est-ce que le OSEF est total ? Non, ça crache, moi j'adore. En fait, il dit rien du tout dans son contenu. C'est juste Benedict Cumberbatch a parlé et du coup on se dit peut-être que c'est une information. En fait, il dit absolument rien. Mais là, c'est-à-dire que tout le monde a tellement dit c'est un non ferme et définitif que là, d'un seul coup, il y a un peut-être, on sait pas. Ouais, tu sais, les pauses, c'est comme dans les relations, ça n'existe pas. We were on a break. Ouais, peut-être qu'ils sont on a break. Hein. Anaïs, t'y crois ? Moi, le OSEF est total. Je m'en fous complètement. Mais alors, notre histoire s'arrête maintenant. Si tu n'aimes pas Charlotte, désolée. On peut faire une pause, ouais, voilà. Faisons une pause et flippons tout ensemble. Is this what freedom looks like? What will happen when I get out? There probably is no out. Gilead is within you. We can't explain this away. They will say that we're part of the resistance. If you'd shown that girl 1 ounce of kindness, she would never have left. I will find every person involved and then they will be punished. The Handmaid's Tale, saison 2, on retrouve en début de saison de June exactement où on l'avait laissé, soit enceinte et en danger. Mesdames, la peur a-t-elle changé de camp ? Spoiler, pas vraiment. Pas vraiment l'impression que ça a changé de camp. En effet, on est dans c'est la saison 2, c'est la libération de June qui va essayer de s'émanciper de tout ça et de faire tomber le régime. On reste dans un premier épisode, alors qu'il devrait être sorti quand le podcast est diffusé, donc on peut en parler, qui est très lent, on se tape une scène de 10 minutes de pendaison, avec gros suspense, c'est un peu... Et en fait, quand j'ai revu ça, je me suis dit, oh là là, ça va mal, en fait. Là, on commence à aller dans quelque chose de trop routinier, d'une espèce de torture presque logique et un petit peu systématique des femmes qui du coup un peu dénature le propos de la série. Au bout d'un moment, la souffrance, il faut montrer autre chose, quoi. Il faut pas montrer que les femmes qui se pissent dessus parce qu'on va les tuer. Il y a quelque chose de plus profond à montrer. Donc moi, j'irais plutôt sur l'épisode 2 qui montre vraiment quelque chose de plus intellectuel et un peu plus profond dans le changement de la société que le 1 qui m'a vraiment beaucoup inquiétée. Je sais pas si c'était pareil pour toi. Alors moi, je fais partie des rares personnes, je pense, qui n'étaient pas super emballées déjà par la saison 1. Ouais, je sais. Les regards choqués. Je trouve ça très bien, mais j'ai fait l'erreur monumentale de lire le livre, 3 jours avant le début de la saison 1. Du coup, la comparaison était constante quand je regardais la série, et la comparaison n'est pas vraiment favorable à la série, en fait. Et donc, cette scène de pendaison dans la saison 2, dans le premier épisode, me rappelait beaucoup, en fait, ce que j'avais pas aimé dans la saison 1 déjà. Trop de suspense.
trop de suspense, d'insistance. de suspense qui n'existe pas parce qu'on sait très bien que June a priori ne va pas être pendue dans l'épisode 1 de la saison 2, donc il n'y a pas vraiment de suspense, plus de la confusion parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il y a une musique pop qui retentit en plein milieu d'une scène dramatique très lourde et qui du coup moi me sort complètement, et c'était un peu le problème de la saison 1 aussi. Je vois ce qu'ils essayent de faire mais j'accroche pas du tout, je trouve que ça me sort un peu de ces moments qui sont censés être un peu solennels, quoi. J'accroche pas du tout. Oui, vas-y. Et la saison 2, en plus, s'émancipe du livre de Margaret Atwood. Ouais, donc, et ça, par contre, c'est pour moi le point positif, c'est que, déjà, le livre est un peu plus loin dans ma mémoire, donc je vais arrêter de tout comparer et ce sera beaucoup mieux. Mais aussi, je trouve que la série est vraiment meilleure quand elle va au-delà de ce qu'il y avait dans le livre, et notamment dans l'épisode 2 de la nouvelle saison où on découvre les colonies qui étaient mentionnées dans le livre, mais qui n'étaient pas du tout explorées avec la même profondeur. On a des flashbacks qui sont vraiment excellents dans la série, et dans la saison 2, on a de nouveau des flashbacks très très longs et qui nous permettent un peu de comprendre comment on en est arrivé là, en fait, comment ce régime a pu être créé et instauré. Et donc ça, c'est vraiment pour moi le point positif. Donc la saison 2, pour moi, est déjà un petit peu mieux parce qu'elle va aller au-delà de ce qu'il y avait dans le livre, et donc ils sont forcés de trouver leur propre histoire, de faire quelque chose de nouveau. Et pour l'instant, je trouve que ce qu'il y a de nouveau est plutôt pas mal. Après, on est aussi dans une situation où maintenant on arrive après MeToo en tant que société, et donc on est à un moment donné où on oscille entre on a gagné, et en fait on commence à être désillusionné mais en fait qu'est-ce qu'on a gagné avec ce mouvement. Et donc la saison 2 arrive en fait, le mouvement MeToo s'est passé entre la saison 1 et la saison 2. Donc, eux, ils arrivent là-dedans, et on n'a pas... je trouve qu'on ressent un petit peu cette désillusion dans la saison 2 qu'on ressent, nous, aujourd'hui, dans la société, de se dire, mais est-ce qu'on va pouvoir arriver à faire changer quelque chose décidément, quoi. Non, mais les retentissements sont... pour reformuler la question de départ, on est dans un monde dans lequel le président américain parle d'attraper les femmes par la chatte, où Weinstein pense qu'il va être pardonné, il l'a dit, où l'avortement, il n'y a quand même pas un mois où on ne s'est pas remis en question par des forces obscures, des illuminés, bien souvent sans utérus. Un monde dans lequel un décérébré en autoproclamé masculiniste fonce dans une foule juste parce qu'il n'arrive pas à baiser des filles, en fait. Est-ce que c'est vraiment une dystopie, ou est-ce que c'est un avertissement? Posons la question clairement. C'est fait exprès comme un avertissement, c'est marqué comme cela, mais c'est surtout les flashbacks qui le montrent extrêmement bien, c'est ce dont tu parlais. Pour moi, la série, elle est faible quand elle montre juste les souffrances des femmes aujourd'hui. Elle est extrêmement forte quand elle montre le basculement qui est opéré dans les sociétés qui ressemblent aux nôtres. C'est-à-dire que tu as un couple de femmes mariées qui arrivent pour s'envoler au Canada, et tu as juste un mec qui regarde l'état civil et qui dit non, ce papier vaut plus rien. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que ta liberté, elle tient pas seulement à un bout de papier, elle tient à la personne qui lit ce bout de papier. Et donc, il suffit juste que mentalement, on bascule dans le désaccord tacite, et de se dire, en fait, maintenant, ce qu'on avait accepté comme une démocratie, comme un respect des droits, ne tient plus à rien. Et c'est que, en fait, tout ne fonctionne que par l'acceptation globale et sociétale de tout le monde. Donc s'il y en a qui décident de plus respecter ce pacte, qui est là pour les en empêcher? Et c'est ce qu'on avait dans la saison 1 avec la fusillade dans la manifestation. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve presque les flashbacks plus inquiétant. Moi, c'est ça qui m'avait fait trembler, évidemment. Ouais. L'an dernier, c'était au moment qu'on explique pour ceux qui n'auraient pas vu la série, mais du coup, vous avez déjà pris quelques spoilers. C'est-à-dire que la série alterne entre cette réalité dystopique dans laquelle les femmes répondent à trois critères, et puis des flashbacks qui montrent comment effectivement la société est devenue totalitaire. Et il y a vraiment que quelques années avant, quoi. C'est-à-dire que c'est un futur très proche. Elles ont quasiment le même âge, donc c'est pas il y a 15 ans, quoi. C'est vraiment comme si c'était hier, et le contraste à chaque fois est ultra frappant. Et par exemple, dans les scènes qui se passent dans le futur dystopique, il y a toujours des petits rappels qui montrent un peu ce décalage, comme quand Emily dit elle soigne des femmes qui sont complètement traumatisées dans les colonies, qui ont des blessures atroces, et qui leur dit tu me laisseras, disons-le. Ouais, voilà, exactement, et qui sont dans des camps où elles doivent travailler toute la journée, elles sont intoxiquées, et donc elle les soigne, et quand elle reçoit un compliment, elle dit à une des femmes tu me
laissera un beau commentaire sur Yelp. Et ça nous remet un peu dans ce contexte où on se dit ah mais oui, c'est vrai que c'est un univers où en fait il y a Yelp, ou du moins il y avait Yelp. Donc c'est le même univers que le nôtre qui a complètement basculé. Et donc c'est ces petits décalages comme ça qui sont assez réussis, je trouve. Justement, moi, ces colonies et ce statut d'ouvrière, c'est là où j'ai un peu basculé dans le j'en ai marre. Je trouve que c'est trop. On n'est pas obligé de montrer l'oppression des femmes jusqu'à les faire creuser des mines de soufre, quoi. Enfin, il y a un moment où on avait assez bien compris comment opprimer les femmes d'une certaine manière, et je trouve que c'est un petit peu là où la série pêche. C'est que c'est une série qui parle à tout le monde. Personne ne peut dire cette série ne me plaît pas. Cette série montre l'oppression des femmes à un tel point, à une telle violence, que même les mecs les plus masculinistes vont être obligés de dire bah ouais, franchement c'est pas cool. Franchement c'est pas cool de violer des meufs. En revanche, mais c'est là où en fait c'est là où c'est son grand défaut aussi, c'est qu'elle a pas cette subtilité que pourraient avoir d'autres séries qui montrent la violence un peu plus douce, enfin un peu plus latente. Là c'est quelque chose qui va un peu trop loin, et c'est un peu comme dans notre société quand on parle des droits de l'homme, on va toujours regarder dans les autres pays pour dire regardez en Russie ils traitent vraiment les homos super mal. C'est aussi une excuse pour pas regarder dans notre pays comment on les traite. Ouais. Et donc en parlant de The Handmaid's Tale à ce point-là, de cette manière-là, et en se focalisant sur cette série, on oublie un petit peu que on est aussi dans une société patriarcale et qu'il y a aussi des choses à faire avancer de notre côté. Ouais, non, c'est trop en fait, c'est vraiment trop, et du coup c'est assommant en fait. La violence est telle qu'on finit par plus vraiment distinguer quoi que ce soit, et moi ce qui me frustre un peu, c'est tous ces moments, je trouve un peu qui manquent de nuances et de subtilité, un peu de victoire un peu factice, où en fait on nous donne toujours ces 2-3 moments où il y a une chanson un peu de résistance à la fin, ou genre par exemple le fait que June ait une scène de sexe torride avec Nick, et que en fait elle en redemande, ou quand elle dit fuck dans sa tête, etc. En fait c'est des petits moments victorieux, ou juste le fait que Emily défonce des mecs en voiture, ou qu'elle se venge d'une maîtresse dans les colonies. En fait, c'est des moments qui n'étaient pas dans le livre, et en fait, c'est des moments de fausse victoire, parce qu'en fait, parfois, le monde est juste pourri, il n'y a pas de petite victoire à la fin, et c'est ça qui me frustre un peu, c'est qu'ils se sentent toujours obligés de rajouter ce petit truc, mais qui sert à rien, en fait, parce que le monde est quand même pourri, et donc ça sert à rien de rajouter juste ces petits moments de victoire qui me paraissent complètement artificiels, quoi. Oui, puis là, en fait, moi, je trouve que le problème, c'est pas la violence, mais les violences. C'est-à-dire que là, on a un éventail quand même entre la première et les deux premiers qu'on a vus de tortures diverses et variées puis surtout en fait, que ce soit psychologique, physique, est-ce que vous entendez qu'on puisse dire moi cette série je la trouve exceptionnelle en tout point, maintenant je ne sais pas à qui la recommander en vrai. C'est pas une série plaisir, je peux pas dire t'as 10 heures à tuer. Le problème, c'est qu'on serait tenté, en tant que féministe avertie, de la conseiller à des gens qu'on a envie de, je mets beaucoup de guillemets, éduquer. Ouais. Dans le sens où tu dis mais cette série elle est vraiment super pour comprendre l'oppression des femmes. Mais non, pas vraiment. C'est que ça reste une série que tu regardes en connaissance de cause, et les personnes lambda qui sont pas mues par des envies de faire avancer énormément de causes vont juste la voir comme quelque chose de fort, d'un petit peu sombre et d'un peu violent, mais peut-être pas déceler ces moments qui pour moi ces moments calmes et ces moments de basculement dans les flashbacks qui font un peu sa grande qualité. Ouais. Donc c'est pas j'ai plutôt tendance à conseiller d'autres séries quand on me demande des séries profondément féministes, ou des choses qui montrent la violence comme on la vit au jour le jour. Après, il n'en déplaise que ça reste une excellente série. Ah oui. Et que non mais on aime bien tracher, on est bien d'accord. Mais par exemple le fait que dans ces 2 premiers épisodes de la saison 2, il y a presque que des femmes, et on voit un peu comment c'est les femmes qui oppressent les femmes, et ça peut extrêmement bien être relié aujourd'hui à notre société, dans le sens où on fait du slut shaming, on est dans le Rihanna ou Beyoncé, on est dans les comparaisons avec les autres femmes en permanence, et le jugement en permanence des autres, et que il faut aussi montrer que le sexisme n'est pas l'apanage des hommes, et et je trouve que la saison 2 va bien le montrer. Alors le vrai point fort, moi je trouve aussi de la série, puisqu'on peut maintenant parler des trucs positifs aussi, c'est la représentation des femmes multiples. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des stéréotypes, et elles sont vraiment toutes extrêmement différentes, avec des passifs extrêmement différents et des aspirations et des manières de gérer la douleur très différentes. Même June, c'est pas du tout une héroïne plaisante. Enfin, je sais, moi, il y a quand même t'as un peu du mal à t'identifier quand même à cette. Enfin, elle a des côtés un petit peu sombres, un peu. Enfin, t'as envie d'être de son côté. Elle est badass, et en même temps, il y a quand même un petit truc qui te fait, je sais pas, qui est pas émotionnellement, c'est pas facile
difficile de s'adapter à elle, de s'attacher à elle. Bah en fait, je trouve qu'il y a une distance avec tous les personnages. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve que elles sont tellement, enfin, c'est voulu quoi. C'est-à-dire qu'elles sont tellement coupées du monde. Elles portent littéralement des œillères quoi. Elles sont couvertes en tout point. Et à part June qui a un monologue intérieur, bah les autres, on les découvre qu'à travers quelques lignes de dialogue par épisode. Donc c'est très compliqué pour toutes en fait de vraiment les comprendre, et c'est pour ça que les flashbacks je trouve marchent très très bien, parce qu'en fait on arrive un peu plus à s'identifier quand on les voit quand c'est des femmes comme nous, et que du coup on doit faire à chaque fois le travail de transposer et de se dire ah mais oui c'est vrai que c'était une personne comme ça et que maintenant c'est devenu une personne comme ci quoi. Mais il y a toujours un peu cette distance, je trouve, qui fait que c'est difficile de s'identifier à ces personnages. Je trouve qu'il y a un très bon exemple, on en a parlé un peu avant, de la non-identification et la distance qu'on met avec ces personnages, c'est le fait qu'on a quand même pas mal de gens aujourd'hui qui se déguisent en servante écarlate. Parce que quand t'as des festivals, il y a des avant-premières, mais partout dans le monde, où tu vois 5-6 femmes déguisées avec leur robe rouge et puis la coiffe blanche. Et puis t'as des gens qui viennent se prendre en photo à côté, et puis c'est un peu fun. Et j'avoue que j'ai un tout petit peu de mal avec cette représentation-là, où ça devient un peu comme posé à côté de Wonder Woman de Marvel. C'est pas des super-héros. Enfin, non, c'est pas un déguisement. Voilà, c'est pas sympa en fait. Ouais, en fait, je pense que c'est la situation qui est compliquée pour The Handmaid's Tale, c'est que d'habitude, enfin je sais pas vous, mais pour moi j'aime beaucoup la dystopie. En fait, j'aime beaucoup ces œuvres-là, et il y a toujours quand même une part de voyeurisme ou de projection quand on voit une œuvre dystopique. On essaye quand même de s'imaginer ce qu'on y ferait dedans, quoi. Ouais. Et les décors de la série sont magnifiques. Enfin, en fait, il y a un côté beau même dans l'horreur qui rajoute, enfin beau, pas de la violence ou quoi que ce soit, mais beau dans les décors et dans la photographie, la réalisation, etc. Mais qui du coup nous place dans une position étrange parce qu'on apprécie à la fois le côté formel de la série et la musique, et enfin vraiment tous ces aspects-là qui sont très beaux, très léchés. Et d'un autre côté, on apprécie quelque chose qui est absolument atroce. Et je me demande s'il n'y a pas ce problème-là aussi, où si les gens qui se déguisent en servante écarlate font pas ressortir ce côté un peu absurde, où en fait l'univers de The Handmaid's Tale est tellement bien construit qu'on a envie de l'aimer, on a envie de l'imiter, alors qu'en fait il est horrible, quoi. Ouais, mais c'est aussi même ça tient même à l'histoire, puisque c'est un univers dystopique de mise en scène, où tout est mis en scène, même dans leur manière de vivre, ne serait-ce que les scènes de viol pour à but reproductif sont des mises en scène, avec les femmes qui endossent des rôles de comédiennes. Enfin, tout est très étrange en fait. Donc c'est peut-être tout ça est imbriqué de manière très. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que tous ces moments un petit peu pop, de genre de musique un peu pop, ou de moments de victoire, je trouve sont déplacés, parce que du coup ça nous donne presque envie de se mettre à leur place en se disant ouais, en gros elle a réussi, elle est badass, etc. Alors que non, en fait elle est juste dans un monde horrible, et enfin de l'héroïne dans le livre, c'est vraiment une meuf faible en fait, quoi. Elle est pas du tout badass, elle est peureuse, elle est faible, et elle a pas du tout envie de participer à la résistance. Elle veut juste faire sa vie et résister du mieux possible elle-même, enfin survivre, quoi. Mais elle a pas ces espèces d'instincts de meuf ultra intrépide qui va les regarder dans les yeux et leur lancer un regard un peu défiant pour leur montrer qu'elle va pas se laisser faire, quoi. C'est marrant, ça veut quand même dire qu'on peut pas adapter qu'on est obligé d'avoir un moment d'attribuer des attributs un petit peu plus on dit badass, mais on veut dire masculin, on veut dire guerrier, on veut dire un peu revanchard, et on est quand même là dans une espèce d'aseptisation du livre. Ouais, parce que c'est très en vogue en ce moment, et c'est tant mieux. Enfin, c'est toujours cool d'avoir plein de personnages badass à la télé. Je vais pas du tout m'en plaindre, mais il y a ce côté, je pense, un peu artificiel, je trouve, dans cette série-là, pardon, parce que on le retrouve dans plein d'autres séries. Il y a toujours effectivement cette obligation d'avoir une femme forte, le cliché de la femme forte ou le personnage féminin fort, alors qu'il y a plein de femmes qui sont intéressantes et qui sont complexes, mais qui sont faibles en fait. Et la June du livre, elle est juste faible et peureuse, et on s'identifie même à elle pour ça en fait, parce qu'on se dit moi je suis pas badass, moi si je me retrouvais, la même question, qu'est-ce que si j'étais à sa place, je fais quoi, ouais, voilà, moi j'aurais rien fait, j'aurais attendu patiemment la mort, t'aurais pas coupé ton oreille voilà. Et donc en fait ces moments de défiance, du coup moi ils me sortent un peu du truc, parce que je me dis en fait non, j'ai pas besoin qu'elle soit badass à tout moment, j'ai juste besoin de voir un peu ce que ça serait la vie sous ce régime là, quoi. Et puis on parlait des costumes, mais en fait il faut aussi se rappeler que c'est un gros plan com aussi, et que du coup Hulu en ce moment ils ont entre les mains un projet
produit un peu étrange parce qu'ils ont envie de faire de la thune là-dessus et ils ont envie de mettre en avant leur série. C'est compliqué de faire du merch. Exactement. Comment tu fais du merch? Ah non, c'est exactement ce qu'on a. Tu peux pas vraiment capitaliser là-dessus et pourtant c'est leur plus gros succès en ce moment. Ouais. Des étriers à essayer chez vous. Et même Game of Thrones avait réussi quand même à sortir de ça. Il y avait pas mal d'autres manières de. Tu posais pas à côté de Ramsay Bolton avec sa saucisse. J'aurais pu, ceci dit. Mais là, Hulu est dans une position un peu ambivalente, quoi. Et justement un peu victime de ses propres faits ils sont allés trop loin dans la violence. Et du coup, comment tu capitalises là-dessus? Oui, parce qu'en plus, si tu dois surenchérir à chaque épisode, parce qu'on a déjà tellement vu de formes de violence différentes, comme tu disais, que, enfin, je sais pas comment ils vont tenir. C'est extrêmement intelligent d'aller justement maintenant dans la douceur et dans quelque chose de plus susurré et un peu moins montré, quoi. De vraiment montrer les répercussions et mentales. l'intrigue politique, quoi. Je crois qu'on va voir un peu plus du rôle, par exemple, que Serena a joué dans le développement de ce régime politique. Qui est pas loin d'être un des personnages qui me fascine le plus, je dois dire. Ouais, parce que justement, Serena, qui est donc la femme de l'homme pour qui June doit procréer, pour le faire un peu près simple. Et qui est assez atroce, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce que tu disais, en fait, même dans la diversité des femmes qu'on voit, il y a aussi des femmes qui sont sexistes, en fait, ou qui sont misogynes, et qui sont conservatrices, et qui sont plein de choses que cette femme est. Et elle cristallise un truc atroce, mais en même temps, elle est absolument fascinante. Ouais. Aussi grâce à cette femme dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, Yvonne Strahovski. Ouais, l'actrice est très bien et effectivement très bien. Si on doit dire un truc quand même très positif, et Alexis Bledel, qui est quand même pas connue pour son jeu d'actrice formidable dans Gilmore Girls, et elle est incroyable. Moi, c'est cœur avec les doigts pour Samira Wiley Forever. Ah oui, on la voit effectivement. Qu'on voit, on n'a pas encore vu dans la saison 2, je crois. Mais ouais. D'ailleurs, fun fact, on parle du fait qu'il y ait 2 comédiennes qui étaient dans le pénitencier de Litchfield qui soient dans cette série quand même. Je ne pense pas que ce soit un hasard. C'était Janine. C'était Tricia dans Orange is the New Black. Ah oui, c'est vrai. Ah bah ouais, voilà. C'est vrai. C'était mon petit côté trivia du jour. Ouais. On la reconnaît pas sans son On peut quand même parler de Netflix, même quand on parle pas de Netflix. C'est ça devient une obsession. On touche des points à chaque fois. Bon, on a mis quelques réserves, mais on est quand même d'accord que ça reste une très grande série. On est ravis. Oui. On est ravis. Oui. Avec plein de femmes réalisatrices, qui est aussi assez rare, et pour le coup, elles sont toutes très très talentueuses. Et si je vous demande une petite recommandation avant la fin de l'émission? Moi, je vais faire ce que je fais tout le temps quand on parle de The Handmaid's Tale, c'est que je recommande. Non, ça c'est toi, Anaïs. Attends, c'est mon tour. Je recommande Big Little Lies, qui est sorti exactement à peu près au même moment en 2017, avec des femmes fortes, une violence pour le coup très beaucoup moins dite et montrée, et pourtant qui prend à la gorge, qui prend aux tripes, qui est portée par exactement des actrices merveilleuses également, mais aussi des rôles masculins très forts, et qui pour moi était la série féministe de l'année l'an dernier, alors que The Handmaid's Tale était sorti au même moment. C'est 8 épisodes c'est une mini-série qui en fait aura une saison 2 avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Meryl Streep maintenant. On le sait, ils ont donné des photos. C'est vrai. Nicole a tweeté, Instagrammé. Je trouve. Anaïs. Moi, puisqu'on parlait de femmes badass, une série dont on parle, Buffy, dont je n'ai parlé. Non, je voulais parler de Killing Eve, qui est une série dont on parle beaucoup en ce moment, qui est donc la nouvelle série de Phoebe Waller-Bridge, qui avait créé Fleabag et Crashing. Et donc là, qui n'a rien à voir, puisque c'est une série d'espionnage, donc avec Sandra Oh, Christina Yang de Grey's Anatomy, qui joue une espionne, qui est pas vraiment, qui travaille plus dans l'administratif, on va dire, mais qui travaille au MI5 ou MI6, je sais plus lequel des deux. MI, quoi. Et qui donc se lance à la poursuite d'une tueuse internationale jouée par Jodie Comer, et donc les deux sont fantastiques. C'est assez rare de voir un duo d'actrices comme ça. Il y a quasiment pas d'hommes dans la série, même si tous les rôles sont extraordinaires, et notamment Sandra Oh et Jodie Comer qui sont incroyables. Sandra Oh, je crois que c'est la première fois qu'elle a un rôle principal dans une série, et vraiment elle fait un travail extraordinaire. C'est très très drôle parce que c'est quand même Phoebe Waller-Bridge, donc même si c'est une série d'espionnage avec des perruques et des changements d'endroits sur la planète, etc., on a quand même l'humour très british de Phoebe Waller-Bridge qui vient un peu pimper tout ça. Voilà, vous avez les 2 recommandations du jour. Et puis pour Handmaid's Tale, c'est évidemment sur OCS Max. Merci beaucoup Anaïs Bordage, merci Marie Turcan. Next épisode, c'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure.
François Truffaut disait que Johnny Guitar avait été fait sur mesure pour Joan Crawford. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Séance Radio, retrouvez Flashback. Le film a en effet la réputation d'être le tournage le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Pour tout connaître de l'actualité des grands classiques du 7e art, avec Antoine Cyr et Antoine Julien, et sur toutes les applications podcast.